Merci à toi André qui organise ce cycle Perros. Merci à Jean-Yves, technicien expérimenté. Merci à toute l'équipe de la médiathèque, au service communication de la mairie de Douarnenez, à Madame Brossard, adjointe à la culture. Merci à chacun, chacune d'être là. Avant de consacrer cette étude à Georges, mort il y a plus de 36 ans, je voudrais évoquer deux visages amis, deux absents présents, comme Georges, et qui l'ont aimé. Michel Mazéas, maire de Douarnenez de 71 à 95, la ville lui doit beaucoup, historien passionné, mort en décembre dernier, et Yves Landrin, qui habitait Quimper, à l'époque où il était un jeune poète qui rencontrait Perros, et puis qui était devenu un éditeur plein de finesse, qui édita entre autres une grande partie de la correspondance pérossienne et qui est mort en octobre 2012. Comme Yves Landrin, j'ai eu l'immense privilège de connaître Georges à une époque de la vie où une telle rencontre est fondamentale, où elle peut orienter toute une vie. J'ai suivi dans les années 70 ses cours à la fac de lettres de Brest, où nous étions la première année une poignée d'étudiants qui le retrouvions tous les jeudis. Dès la première rencontre, sa présence, sa parole m'ont impressionné. Il s'exprimait avec tant de concision, de densité, que j'en étais muette d'admiration. Il sortait des livres d'une vieille sacoche, on lisait des passages, improvisait un commentaire, et de jeudi en jeudi, je découvrais une pensée singulière, libertaire, sans concession ni sociale ni littéraire, un refus des conventions, une remise en question des modes, des valeurs communément admises. Quelque chose en lui me brûlait, me décantait, dans sa présence dense et légère à la fois. Dense parce qu'enracinée dans une force lucide, légère parce que distanciée dans un humour fin et discret. Bernard Noël lui écrit avec justesse dans une lettre « Il y a des gens dont la présence suscite immédiatement un moment de vérité et c'est ce qui se passe avec vous. » Voici les 4 étapes de notre voyage pérossien. Une première approche, les influences reçues par l'enfant, le jeune homme, les amours qui ont nourri sa vie, sa recherche, une philosophie de l'existence, la poétique. Dans la première approche, on aura un homme, une œuvre inclassable, une impression de cohérence, on réfléchira sur son nom et puis il y aura quelques éléments de sa biographie. Un homme inclassable, aux nombreux contrastes, pétri de contradictions. Combien d'hommes dans un homme demande-t-il dans une des dernières séquences d'une vie ordinaire? Il ressemble à son pays d'élection entre le sauvage et le tendre, amoureux des autres, mais si solitaire. Ayant quitté le lycée juste avant de passer le bac, mais immensément cultivé. Riche en dons multiples, musique, dessin, théâtre, écriture, mais ayant choisi la pauvreté. Une œuvre hors norme, comme son auteur, difficile à caractériser. Que sont ces notes qu'il intitule « Papier collé » ? Comment qualifier ces poèmes au titre évocateur ? Poème bleu, une vie ordinaire. Et cette correspondance si profonde. Une œuvre pleine d'ombre, de nuit, mais pleine aussi de gaieté, d'euphorie, de mots qu'il affectionne. Une vie singulière, une vie pas vraiment ordinaire, une vie qui sort des sentiers battus, qui prend des chemins de traverse, le conduisant du piano au théâtre, du théâtre à la poésie, de la poésie travaillée à une poésie plus simple. Une recherche inlassable de véracité entre ce qu'il appelle la confidence indicible et le silence essentiel. On n'écrit jamais qu'à 2 doigts de se taire. Papier collé 2. Et c'est peut-être cette alliance entre une exigence de vérité et une distance vis-à-vis de lui-même et de ce qu'il écrit qui lui donne sa force, sa cohérence. Georges Perros eut une impression de cohérence, d'authenticité qui provient d'un accord avec soi-même au-delà de toutes les contradictions
de tous les déchirements. Georges Perros, ou une harmonie entre la parole et l'écriture, la vie et l'œuvre, les notes et les poèmes. La nombreuse correspondance en témoigne. Il ne change pas de style d'un correspondant à l'autre, même si les sujets abordés par les lettres varient, il y a une unité de ton entre elles. Tous les écrits perrossiens émanent de la même intériorité, fondée sur une certaine alliance d'humour et de lucidité. Dans la séquence 6 d'une vie ordinaire, il écrit sur un ton léger « Ici naquit Georges Machin, qui pendant sa vie ne fut rien ». Il n'est pas attaché à son nom de famille, à son identité sociale. Il confie dans une lettre « Je n'ai jamais très bien compris pourquoi j'avais un nom, un prénom, surtout pourquoi je devais en assumer la responsabilité, me sentant si contradictoire, si peu fixe, si peu nommé. » Et dans Papier collé 3, il poursuit sa critique du jeu social en interrogeant le sens des mots. « Je n'ai pas de carte de visite, de palmarès, carte de visite, quelle expression ! Carte, c'est aussi bien à jouer, à voyager, à pointer, à voter. Visite, qu'est-ce que ça veut dire? Vous oserez me recevoir chez vous grâce à... Je me permettrai de vous inviter? Comme les hommes ont su inventer de quoi s'empêcher de vivre les uns avec les autres. Ainsi, en 1952, quand Jean Paulhan lui demande de choisir un pseudonyme pour collaborer à la LRF, où écrivait déjà Georges Poulet, un auteur plus âgé que lui, il renonce sans difficulté au patronyme de Georges Poulot. Mais il garde le prénom de Georges qu'il commente de façon intéressante dans la lettre 108 à Roostrom. Il y a beau temps que je pensais que j'étais Georges pour vous, comme vous avez vu pour mes enfants. Je ne me sens que Georges, c'est-à-dire d'abord un prénom, quelque chose de très fragile. Fragile, oui, il y a de la vulnérabilité chez Georges, mais il y a aussi beaucoup de courage pour résister au dragon de la carrière, de la somnolence sociale, des honneurs, de l'argent, comme l'écrit Gilles Plazy dans l'Incognito de Douarnenez. Voici un passage dans Notes de résistance qui en dit long sur la question, Papier collé 3, et qui va nous permettre d'admirer la puissance de son écriture, l'art d'alterner les périodes amples et les phrases brèves qui ponctuent sa pensée de façon incisive. Cette solitude, que bien peu supporteraient 5 minutes, n'a pas bonne presse. Je m'en paye. Capitaliste d'une liberté qu'on m'interdit d'exercer, puisque sans idéologie, sans manifestation publique, sans influence tendant à me la faire perdre, éternelle question. J'aime d'autrui, imaginant tout sur mon compte, sauf la résistance obstinée à tout ce qui fait obstacle à cette liberté qui, à tout le moins, pourrait prouver qu'on n'a plus rien à demander, qu'on est assez grand pour se débrouiller tout seul, sans aller emmouscailler qui que ce soit avec ses petits problèmes existentiels. Difficilement pardonnable. Ce passage est écrit à la fin de sa vie, et l'expression « la résistance obstinée à tout ce qui fait obstacle à la liberté » pourrait résumer sa ligne de conduite. Perros est un résistant. Oui, il lui a fallu beaucoup de courage pour suivre son fragile chemin de Georges. Et Perros, pourquoi a-t-il choisi de transformer Poulot en Perros? La première raison, la plus évidente, c'est que ce nom évoque un lieu breton, Perros-Guirec. Dès le début des années 50, Georges vit en Bretagne, souvent sur sa moto, de préférence en hiver, quand les touristes ne sont pas là. Il a été sensible à la musicalité un peu rugueuse du nom, qui évoque ce quelque chose entre le sauvage et le tendre qui pour lui caractérise la Bretagne. Si on interroge l'étymologie du nom, en breton, Perros est une contraction de Pen and Rose, ce qui veut dire l'homme du bout du chemin, celui qui est parti loin de Paris, l'homme de la fugue. On peut entendre aussi l'homme de la colline, l'homme de la distanciation. Pas du tout celui qui se croit supérieur aux autres, mais celui qui prend du recul, regarde de biais, pour observer la société avec lucidité. Perros, c'est aussi, comme l'a fait remarquer Jean Godot, l'anagramme de prosé, c'est-à-dire exprimer par ses écrits la réalité la plus simple et aller jusqu'au plus prosaïque de cette réalité. J'entends encore autre chose dans ce nom. J'entends père, l'homme concerné par la paternité, et le mot latin hoc
Oris, qui signifie bouche chantant qu'organe de la parole, l'homme de l'oral. L'homme concerné par la paternité, son père, qu'il a aimé tout d'abord, un homme qui était très pudique. Les amis plus âgés, Jean Paulhan, Jean Grenier, Brice Parrain, qu'il a aimé de façon un peu filiale. Le père qu'il a été lui-même pour ses 3 enfants, Frédéric, Jean-Marie, Catherine. Et nous savons de quel amour inquiet et heureux à la fois il les a aimés. Les amis plus jeunes qu'il a aidés de façon quelque peu paternelle par sa parole, par son courrier, par ses écrits. Il a laissé ainsi des enfants spirituels. Il n'aurait pas aimé l'expression, il aurait ri. Il ne se prenait pas pour un maître. Il était bien trop soucieux de liberté pour lui et pour autrui pour se prendre pour un maître. Georges était un homme de l'oral. Il nous a beaucoup donné par sa parole généreuse. Il parlait comme il écrivait comme il parlait. C'était inoubliable de l'écouter. Jean Roudotte le souligne dans un numéro de la revue Alif de l'hiver 79-80. Il n'y avait aucune différence de qualité entre l'entendre et le lire. Observons quelques événements de sa vie. Il naît à Paris le 31 août 1923. Prématuré de 7 mois et demi, il perd son frère jumeau, mort sans même avoir vécu. On sait l'importance de la mort d'un frère chez Vincent van Gogh, Salvador Dali, René Guicadou ou Jack Kerouac. La disparition du jumeau sans nom a vraisemblablement coloré son parcours d'une certaine difficulté à être au monde. Vers la cinquantaine, dans Papier collé 3, il écrit « Sensation désagréable d'être vivant comme un intrus, d'occuper le terrain à la place d'un autre que j'aurais tué. Culpabilité du survivant, cette naissance sous le signe de la mort, cette solitude d'enfant unique vont créer en lui un vif désir d'amitié, un rêve de fraternité. Et s'il a cherché un père à travers certaines rencontres, il a trouvé un frère de rire et de théâtre à travers Gérard Philippe, un frère d'écriture à travers Michel Butor. 1939-1944, il a entre 16 et 21 ans, il abandonne le lycée pour se former à l'art dramatique, il lit, il fait des orgies de lecture sous les bombardements. Évoquant ces nuits où il trouve refuge dans les livres, il écrit dans Papier collé 2 « À force d'avoir peur de mourir pour des prunes, allemandes ou américaines, je me suis dit un jour que vivre ne pouvait s'exercer qu'à partir du plaisir. » Tant qu'il aura du plaisir à faire du théâtre, il sera comédien. À 25 ans, en 1948, il obtient un second prix de comédie et entre à la Comédie Française. Mais assez vite, il se sent en porte-à-faux avec les comédiens. Écoutons 2 témoignages d'acteurs recueillis par Yves Landrin dans le numéro de la revue UBAC qu'il a consacré à Perros en février 1984. Micheline Boudet, une actrice, s'adresse avec tendresse à son amie disparue. « Tu n'entres pas vraiment dans le cercle des acteurs. Ils ne t'admettent pas vraiment. Ton regard intelligent les gêne. Et puis tu t'en fous d'être bien avec les profs. Tu fais ce que tu as envie de faire et c'est suffisant. Tu paieras cher ton autonomie et ton horreur des compromissions. » Julien Berthaud, un autre acteur et réalisateur de cinéma, décrit le jeune homme avec beaucoup d'estime. Dans ce centre d'art dramatique où il suivait les cours avec une apparente ironie, cachant une intensité chaleureuse, il se différenciait de ses compagnons par la qualité de son érudition et la continuité de sa recherche. Le jeune comédien était doué de vivacité, d'aisance, mais aussi d'une redoutable timidité. Il était un regard en quête d'une découverte, un cœur sensible qui se veut solitaire. C'est un portrait bien observé. L'intelligence vive, la sensibilité voilée sous la pudeur de l'ironie, un regard en quête d'une découverte, il attend. La littérature, la poésie, la philosophie l'attirent vers un ailleurs. En mars 50, la Comédie Française est en tournée au Caire, dans le but de rencontrer Jean Grenier, dont il a lu le livre « Les îles » avec émerveillement. Il s'arrange pour être du voyage, réussit à rencontrer le philosophe et commence pour lui une amitié fondatrice et une correspondance très féconde. Au retour, le désir d'abandonner le théâtre est de plus en plus vif et le désir d'écrire est de plus en plus présent.
En 1951, grâce à Gérard Philippe, il est engagé par Jean Villard au TNP comme lecteur de manuscrits de théâtre. En 1952, il confie des notes à Jean Grenier, qui, très impressionné, les présente à Jean Paulhan, et c'est ainsi qu'il est introduit à la NRF. En 1959, après quelques années de vie assez tourmentée entre Paris, Cergy, Meudon et de fréquents séjours en Bretagne, il décide de demeurer à Douarnenez avec Tania. Leurs 3 enfants naissent dans les années qui suivent. Le père de Georges meurt en 1964. Publication en 60 de Papier collé 1, 62 Poèmes bleus, 63 il reçoit le prix Max Jacob pour Poèmes bleus, 67 il publie Une vie ordinaire qui est écrite en 64, on y reviendra. 69 voyage rapide en Italie, il obtient un emploi de lecteur chez Gallimard. 71 voyage rapide en Tunisie, il fait que des voyages rapides. Mort de Grenier et de Parrain au printemps 71. Les 2 philosophes meurent à 15 jours d'intervalle. Les 2 anciens amis de Georges. En 73, publication Papier collé 2. Il obtient le prix Valéry Larbaud pour l'ensemble de son œuvre. En 74, prix Bretagne pour Papier collé 2. En février 1976, on lui découvre un cancer de la gorge. Il subit une laryngectomie à Paris, à l'hôpital Laennec. L'homme de la parole ne peut plus parler et refuse la rééducation qu'on lui propose à Marseille, expérience qu'il raconte dans L'Ardoise magique, un texte bouleversant de force, de retenue. Comme dit Maxime Caron, ce sont d'ultimes pages qui résonnent d'une espèce de noire gaieté. Fin 77, la maladie s'aggrave. Georges doit retourner à l'hôpital Laennec, à Paris, en décembre. Il meurt le 24 janvier 78. Une naissance perturbée, une adolescence pendant la guerre, des ruptures, il interrompt ses études de lycéen, il renonce au métier de comédien, il s'éloigne des milieux littéraires parisiens parce qu'il y retrouve les artifices, l'hypocrisie et la jalousie du monde du théâtre. Il a choisi de se retirer de la compétition sociale, comme il le dit dans un entretien de 1975 sur France Culture. À sa façon, Jean-Marie Gibal l'écrit dans son très beau livre « Georges Perros, la spirale du secret ». Il fut le précurseur des contestataires qui fuirent les grandes villes après 68, sans orgueil et sans pose, et en assumant avec courage, jusqu'au bout, les rigueurs d'une vie difficile. Les influences, on verra les influences familiales, la guerre, et puis les influences intellectuelles. Les premières influences reçues par un enfant viennent de l'accueil des parents. Dans Papier collé 3, un passage laconique et saisissant. Nos premiers rapports humains sont de distance, irrécupérables, autopsie. Nous pouvons penser que la mère a été très abattue par la mort de l'un des jumeaux. Jeune mère endeuillée, il n'est en rien étonnant qu'elle ait eu du mal à protéger le bébé survivant de sa propre détresse. Plus tard, elle fera des comparaisons désavantageuses pour le petit garçon, se rappelant un beau bébé d'une constitution bien supérieure à la sienne. C'est souvent le cas quand un enfant est mort. On compare l'autre, celui qui est mort est mieux que celui qui est vivant. De plus, elle l'habille en fille, la fille dont elle aurait rêvé. La petite enfance de Georges ne lui donne pas la confiance en lui qu'il aurait pu recevoir. Quand il imagine ce frère fugitif, comme il dit, dans notre enfance, il le voit étonnamment studieux, poursuivant ses études en vue d'une brillante carrière dans les ponts et chaussées. Bref, correspondant aux vœux des parents. Et Georges rêve d'une sœur qui aurait été mon bâton de jeunesse, écrit-il, mon épaule familière, mon plus chaud regard, ma jalousie, une sœur obscurément anarchiste. Le père semble avoir été un homme timide, inhibé en présence de son fils. Georges s'adresse à ses parents en 1946, il n'a donc que 23 ans, dans une lettre où il les vouvoie. « Je ne vous parle pas souvent, mon père, et vous avez peur de me parler. Tous les livres qui cernent ma chambre vous impressionnent. Vous attendez que j'ai quitté la cuisine pour demander de mes nouvelles. Profitez de mon absence pour dire à quel point vous m'aimez. » Le père est flûtiste et il entraîne chaque dimanche le petit garçon et sa mère à Belleville où il participe à des concerts. Je l'écoutais, je le regardais dans le fanfarum des cuivres, parfois dans les kiosques. Il jouait bien. Feuille morte, Papier collé 3. Le père achète un piano à l'enfant et l'initie à l'instrument.
Georges reçoit la musique de son père et ce sera une des grandes joies de sa vie, même si assez tôt, ses goûts divergent de ceux de son père. Dès qu'il s'est avéré pour moi que Debussy, c'était incomparablement mieux que Massenet, Ravel, que Gounod, etc., heure, discussion quant au programme radiophonique. Il fallait changer de poste quand j'écoutais du Stravinsky, cacophonique. Alors nos amours se font solitaires, ingrats, agressifs. Difficile relation du jeune homme à ses parents. Moins cultivé que lui, plus conformiste, ils rêvent pour lui d'une ascension sociale et sont inquiets à chaque fois qu'il change de cap. Et pourtant, il les aime. Dans la lettre à mes parents, toujours de 1946, il écrit à sa mère « Ma mère, vous êtes la seule personne au monde que je voudrais précéder dans la mort, si peu digne des larmes que je verserai si je reste après vous, et si sûre de la catastrophe qu'elle provoquerait dans ma carcasse égoïste. » Le climat familial est loin d'être toujours pacifique. Dans la séquence 13 d'une vie ordinaire, nous avons un excellent exemple de la concision, de la force d'émotion pudique, de l'ironie discrète qui caractérise l'écriture pérotienne. Tout d'abord, nous assistons à une dispute entre les parents quand le père rentre du travail après avoir trop bu et que le petit garçon joue le rôle du médiateur entre les adultes. Mon père, parfois un peu tard, retour des auteurs d'Épernay et trop chauffé par le champagne, comment faisait-il pour conduire? Était on ne peut mieux reçu. Je l'avais pourtant supplié, ma mère, de laisser tranquille cet homme rouge qui disait, dès que porte ouverte, « Je suis sous, je suis, n'est-ce pas madame, va dire encore que je suis sous ?» Et c'était alors la bataille, des cris, des gestes, des fureurs. Je séparais les combattants du haut de mes 12 ou 13 ans. Inversion des rôles. Ce sont ceux qui auraient dû protéger l'enfant qui sont protégés par lui de leur propre violence. On comprend qu'ils se soient sentis très tôt responsables d'eux et qu'ils leur écrivent dans la lettre de 46 « Vous êtes mes enfants ». Dans la deuxième partie de la même séquence d'une vie ordinaire, il y a une semblable inversion des valeurs. Étincelait dans le couloir un poignard que mon oncle avait ramené du Cameroun où il se faisait pas mal d'argent, nous racontant, j'entendais tout quoique jeune, qu'il baisait bien les négresses et tapait de même les hommes de sombre couleur. Mais nous sommes fâchés depuis, il est vieillard dans un asile. La virilité affichée de l'oncle, son apparente réussite financière sont ramenées à une attitude colonialiste faite de racisme, d'abus de pouvoir, tandis que le suffixe péjoratif en art associe poignard et vieillard. Sa vie semblait briller comme le poignard, en réalité, il n'était que mépris pour autrui, il se retrouve abandonné. La guerre, la violence, le petit garçon d'apparence assez chétive la connaît aussi chez certains camarades d'école dont il est le souffre-douleur. Et quand il pleure auprès de sa mère, il entend « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon chéri? Je te dis toujours de rentrer, tout de suite, bien fait pour toi. » On ne peut rien dire à personne de notre profonde souffrance. Quant à la Seconde Guerre mondiale, nous avons déjà aperçu le jeune homme lisant sous les bombes. Écoutons-le évoquer avec une distance ironique le tout début de l'expérience. À Rennes, je vécus un an. Les parents m'avaient envoyé dans le pays breton, craignant que Belfort ne fût bombardé. En fait, c'est serrant mes souliers, geste rarissime, jamais depuis ne les recommencer, qu'à Rennes, les premières bombes en France tombées échouèrent. La satire se fait plus âpre, plus sombre, vers le milieu d'une vie ordinaire. Nous avons inventé la peur. Nos guerres futures seront, comme à nos esprits mécaniques, nous aurons tous bien travaillé à ce résultat pathétique. Les années de guerre l'ont marqué. Il revient sur ses souvenirs dans Papier collé 2, où il écrit « Mon organisme, mes nerfs en sont restés comme traumatisés, et je n'ai jamais pu me sentir un grand champ d'existence devant moi. » Quand il rencontre Brice Parrain, il rencontre quelqu'un qui n'a jamais pu se remettre de la guerre 14-18. En correspondance avec la guerre familiale, la guerre scolaire, la guerre nationale, il est une autre guerre à laquelle Georges se livre, c'est la guerre intérieure. Je ne suis pas née pour me plaire, mon état de vie, c'est la guerre qu'un jour je me suis déclarée. Évoquant son visage à la fin de note d'enfance, il écrit « Yeux mitrailleuses, profitant de la moindre distraction de l'ennemi pour donner la charge. Mais, balle rétroactive, c'est toujours moi qui suis blessée. »
Et dans la lettre préface, adressée à Jean Grenier en 1955 et publiée simplement en 1983 par Calligramme, nous pouvons lire « J'entretiens en moi-même une bagarre incessante, reconstruisant aussitôt ce qu'un chapelet de bombes vient de détruire, m'acharnant à garder intact mon lopin de ciel. » Ambivalence de ce jeune homme, si souvent froissé, blessé par la vie, par les rapports humains, mais qui sait préserver son lopin de ciel. Capable d'un grand enthousiasme, il peut se livrer à des exercices d'admiration et se nourrir avec ferveur, avec passion, de ce qui semble correspondre à sa recherche essentielle. Pendant sa jeunesse, une soif inextinguible de savoir l'habite, et il assiste en auditeur libre au cours de 3 personnes particulièrement frappantes, chacune dans sa profondeur et sa singularité: Antonin Sertillange, dominicain philosophe, Vladimir Jankélévitch, philosophe musicien ou musicien-philosophe, et Paul Valéry, poète prestigieux à qui Georges voue une grande admiration au temps de ses 20 ans. Antonin Sertillange publie de nombreux livres, entre autres sur Blaise Pascal, sur Henri Bergson, sur le problème du mal. Homme assez austère, il ne manque pas d'humour. Il écrit « Beaucoup lisent comme on tricote ». Livré à une certaine indolence, leur esprit assiste au défilé des idées et se tient là, inerte. Il recommande de lire à ceux qui le veulent, il recommande de s'accoutumer à l'air des sommets. Il affirme aussi que 2 heures de travail intellectuel par jour suffisent et qu'après, il faut prendre l'air. Enfin, il dit qu'un philosophe doit toujours être un peu poète et un poète un peu philosophe. Georges ne lit pas comme on tricote. Il lit avec toute l'acuité, la vivacité de son intelligence. Il sait prendre l'air sur sa moto. Il fréquente les sommets quand il se nourrit des sublimes qui enchantent notre vie, Pascal, Kierkegaard, Hölderlin, papier collé 2. Et quand il forge le mot de poétique, P-O-E-T-H-I-Q-U-E, il est un poète qui flirte avec la philosophie. Vladimir Jankélévitch, que Georges appelle le Franz Liszt de la philosophie, enseigne à la Sorbonne de 51 à 78. Penseur solitaire, hors de tout système, il n'a pas créé de savante construction philosophique. Dans son œuvre, toute certitude s'efface devant une vigilance étonnée, un étonnement vigilant. Dans ses cours, fréquentés par un public très nombreux, dans ses livres, quelque chose dérive vers la poésie, vers la mélodie, et il sème des réflexions sur le temps fugitif, l'ironie dansante, la conscience de notre finitude, la mort, et fait surgir en des termes à la fois taquins et poétiques le je ne sais quoi et le presque rien, pour donner un nom à ce qui n'a pas de nom, à ce qui est impalpable. On comprend que Georges ait fait son miel de ces thèmes, qu'il se soit baigné dans la voix de Jankélévitch, au timbre inhabituel qui pouvait s'envoler dans les aigus et au vibrato très particulier. Vladimir Jankélévitch et Georges Perros ont eu en commun aussi le goût de la littérature russe et celui de l'amitié, au sens grec de philia, ce concept de la philosophie antique, quand la parole circule entre les hommes de la cité et forge les liens. Vladimir Jankélévitch, Georges Perros, 2 incarnations de l'amitié, de la philia. Paul Valéry est élu à l'Académie française dès 1925. Il y a une rencontre entre le poète renommé et le jeune homme de 20 ans qui assiste à ses cours au Collège de France, parmi de vieilles comtesses, la femme du poète qui s'endort régulièrement au premier rang et quelques rares étudiants. Dans un entretien avec Jean Dève sur France Culture, Georges évoque son enthousiasme. C'était vraiment l'homme que j'admirais le plus au monde. Poète mondain en apparence, devenu poète officiel, poète d'État, Paul Valéry reste modeste et comme détaché. Il disait de lui-même « Je me suis fait une île intérieure ». De cette île va naître Monsieur Teste, qui va exprimer pour lui l'apologie du silence et de l'obscurité sociale. Qu'entendons-nous dans ce nom étrange de Monsieur Teste? Tout d'abord, le latin populaire « testa », qui veut dire la tête, comme disait Valéry, Monsieur Teste est une chimère intellectuelle. Ensuite, Teste est proche de texte. C'est une création littéraire improbable. Enfin, c'est proche du latin classique testis, qui veut dire témoin. Monsieur Teste est l'observateur froid, lucide de la société.
un génie solitaire, sans livre, pas besoin de publier, un homme de silence, un homme d'île. Nous pouvons comprendre que ce personnage de M. Teste fascine celui qui deviendra Perros, celui qui partira pour le Caire rencontrer le philosophe qui a écrit Les Îles, et celui qui, curieusement, viendra habiter à Douarnenez, la terre de l'île. Écoutons un petit peu M. Teste et nous verrons que sa voix a des accents pérotiens. C'est ce que je porte d'inconnu à moi-même qui me fait moi. C'est ce que j'ai d'inhabile, d'incertain, qui est bien moi-même, ma faiblesse, ma fragilité. Et cette exclamation assez terrible, nous pouvons lire les futurs renoncements de Georges. Je m'immole intérieurement à ce que je voudrais être. Dernière citation poétique de M. Teste. Tu es plein de secrets que tu appelles moi, tu es voix de ton inconnu. L'île, l'inconnu en soi, l'observation lucide des autres et de soi-même. Oui, M. Teste est important pour Georges et il essaie de partager son enthousiasme avec ses camarades acteurs. Dans le numéro du bac, édité par Yves Landrin, donc, Julien Berthaud écrit « Il suffisait de lui dire « Parle-nous de Valérie », alors le bonheur transformait son visage. Il est une autre rencontre encore plus importante dans la vie de ce jeune homme si désireux de découvrir et si passionné. À 16-17 ans, à l'époque où il avait peur de mourir sous les bombes, il avait remarqué un livre à la vitrine de la librairie Gallimard dont le titre l'avait fasciné sans qu'il sache pourquoi. Les îles. Il n'osait pas l'acheter. Plusieurs fois, il est revenu en courant vers la librairie de peur que le livre ait disparu et il arrivait tout transpirant, raconte-t-il. Puis il regardait, le livre était toujours là. Allait-il l'acheter? Ben non, pas ce jour-là. Un jour, il l'achète et il n'est pas déçu. Il dit j'ai chauffé, j'ai brûlé. Donc, lecture essentielle. En voilà un que je connais par cœur. Pas question de mémoire, je serais bien incapable d'en citer une ligne correctement. Par cœur, ça veut dire que je sais pourquoi je l'aime, l'emporte partout avec moi. Ce livre a ouvert pour lui, dit-il, une porte au clair-obscur prononcé, une porte de l'esprit qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Lecture capitale donc pour lui, comme pour Albert Camus, qui souligne 3 aspects du livre: la remise en question philosophique qui protège de tous les dogmatismes, la découverte de l'art, la beauté d'une écriture fluide. Le titre « Les îles », traduit par son étymologie latine, insula en latin a donné isolé, isolé, isolement, traduit donc en latin que l'idée que les humains sont des consciences séparées les unes des autres dans une communication difficile, comme les îles sont séparées du continent. La rencontre du Caire aide Georges, le fortifie, l'encourage, ces mots sont de lui, lui donne des ailes, écrit-il, comme il l'écrit dans une des premières lettres à Grenier. Et ses premiers courriers à Jean Grenier sont les textes où Poulot devient Perros, où il forge son écriture perrotienne. L'admiration qu'il ressent pour le philosophe le bouleverse et il écrit dans son journal « Homme secret, difficilement approchable, qui semble avoir accepté de vivre comme tout le monde, sans pour autant laisser mourir la partie précieuse de son individu. » Perros a enfin rencontré un humain correspondant à ce qu'il voudrait être. En novembre 1951, il lui écrit « Vous êtes le seul homme que j'ai rencontré qui me paraisse encore en route après le cap de la cinquantaine. Comme dit Rilke, ouvert. » Et il écrit « ouvert » avec des lettres majuscules. Il ajoute « Vous êtes un des rares à n'avoir pas trahi, mais la vie étant ce qu'elle est, je m'étonne toujours qu'on résiste, qu'on tienne le coup jusqu'au bout. » Une longue conversation commence alors entre 2 sensibilités très vives, solitaires, hantées toutes 2 par le tragique de la vie, et leur amitié connaîtra des éclipses, des moments de silence, d'incompréhension, qui feront souffrir Georges. Jean Goudot écrit à propos de leur échange « Cette correspondance constitue un des plus émouvants romans de l'amitié amoureuse qu'on puisse lire. L'âge les sépare. Pour l'un, à peine 27 ans, l'autre 52 ans.
La situation sociale, l'un est un jeune acteur assez solitaire, l'autre est marié, père de 2 enfants déjà grands, philosophe reconnu, à la création riche, à la fois littéraire, esthétique, philosophique, traducteur de Sextos Empirikos, un philosophe sceptique grec du IIe siècle, connaissant bien le taoïsme aussi, son livre sur le taoïsme fait toujours référence aujourd'hui dans le monde philosophique, et ayant dans la vie une attitude toute de réserve, de retrait, de secret. À sa mort, Perros écrit un très beau texte publié dans Papier collé 2, dont voici un premier extrait. Jean Grenier ne se sentait au complet, c'est-à-dire vacant, disponible, qu'alerté par l'émotion. Et ses plus fortes pages tremblent, sont comme enchantées par une respiration en accord avec celle des choses, arbres ou fleurs, mer ou ciel. La plénitude pour Grenier, c'est la vacuité. Et ce qui tisse ses plus belles pages, c'est l'harmonie avec la nature. C'est un amour cosmique dans lequel Georges se reconnaît. L'oxymore, les riens somptueux que j'ai choisi pour titre de l'étude, souligne le bonheur de vivre en Bretagne, dans la beauté donnée par les éléments essentiels et tout simples offerts à chacun. Je vis avec ces riens somptueux, la mer, le ciel, les oiseaux, les arbres, sous leur totale dépendance. Tous les jours, je m'en félicite. Papier collé 2. Un deuxième extrait, très émouvant, nous livre les impressions de Perros quand il était en présence de son ami. Aucun homme ne m'a paru plus près de la confidence absolue entre les larmes et le sourire. C'est par là que sa fréquentation, pour peu qu'on la veuille soutenue, atteignait des zones physiquement insupportables, s'avérait assez vite dramatique, puisque toute présence étrangère, hors celle des animaux, tout contact humain, fût-il désiré, et justement parce que désiré, ne pouvait que faire écran, que retarder l'ouverture. Il lui fallait alors nous oublier, en quelque sorte, et son amitié ne prenait feu que sous le signe d'un silence fervent, habité. Le timbre de sa voix s'altérait. Nous n'étions pas éloignés d'une prière à 2 dans un monde effacé, très proche, oui, d'une complicité naturellement insupportable, puisqu'il faudrait bien en sectionner le charme, se séparer, se trahir, trahir ce moment de haute tension. Passage saisissant où nous découvrons la difficulté de Jean Grenier à s'abandonner, la rareté, le caractère exceptionnel des moments privilégiés où les 2 amis échangent dans la plus grande profondeur. À la fin du passage, 3 phrases très brèves ponctuent la douleur de la séparation, comme toujours chez lui. Troisième passage, il parle de l'œuvre de son ami, et ce qu'il dit de cette œuvre pourrait s'appliquer à la sienne. En ce qui concerne la musique, le ton discret, la blessure cachée, la sensibilité au sacré. Œuvre chantante, notes timbrées à partir d'un feutre légèrement mouillé, paroles haletantes, suspendues, anxieuses d'en trop dire, de trop se livrer, mais dans le même temps soucieuse d'atteindre la zone du juste assez, suggérant plus que proférant, essentiellement honnête, craignant de trahir sa fêlure et ne se laissant faire et défaire, ne s'abandonnant qu'au contact, si j'ose dire, d'un émerveillement d'ordre naturel ou surnaturel, c'est ici la même chose. Nous passons aux amours, c'est le grand 3. Nous l'avons dit hier, pour les gens qui étaient là hier, on disait que l'essentiel de la recherche de Georges, ça avait été la parole vraie, la vérité de la relation. Et donc j'ai construit la 3e partie, que j'intitule Les amours, autour de la parole. Donc, premier point, ceux qui n'ont pas la parole, les chiens, les animaux en général, mais dans la vie de Georges, c'est pas les chats, c'est les chiens. Deuxième point, l'art qui s'exprime sans mots, mais avec des notes, la musique, c'est l'un de ces amours aussi. Ensuite, évidemment, ce sera le 3e point, la littérature, c'est-à-dire les auteurs aimés. Le territoire où s'exerce la philia, le mot le mot grec qui désigne donc l'amitié, quand l'amitié repose sur l'échange vrai, sur l'échange verbal vrai,
Donc ce sera l'amitié. Et enfin, dernier point, le pays où il a construit son œuvre. Parce que Papier collé 1 a été écrit quelque peu à Meudon, a été commencé à Meudon, mais quand même son œuvre est construite essentiellement en Bretagne. Donc son amour aussi de la Bretagne. Plusieurs chiens ont tenu une place de choix dans la vie de Georges, comme dans celle de Jean Grenier qui, en 1957, a publié un petit livre intitulé « Sur la mort d'un chien ». Perros a beaucoup observé et décrit ses compagnons à quatre pattes. Il apprécie leur présence simple et silencieuse, eux qui, dit-il, ne maltraitent pas la parole, qui ne forcent pas leur langue à rouler en presse banalité sur le temps à entretien. Dans une page qu'il donne à lire à Grenier, il écrit à son chien Golo : « Oui, Golo, tu peux rentrer. J'ai laissé la porte entrebâillée dans l'espoir secret que tu me rendrais une petite visite. Je t'attendais, sans m'en douter, comme on attend un être aimé qui fait partie de notre raison d'exister. Toi, toujours par monts et par vaux, mon vagabond de la forêt, toujours affairé, en quête d'on ne sait quelle parole à jamais perdue, et que tu cherches avec passion dans les fleurs, dans l'herbe, dans les hautes futaies. » Et le jeune solitaire ajoute, parce qu'on est en 52, il n'a pas encore rencontré Tania, « Comme personne ne me paraît décidé ou capable de me faire mourir de bonheur, je prendrai ma vie par tes oreilles, par tes tendresses, par ta bonne gueule moustachue, et nous la fêterons tous les deux, mon petit frère, et nous les vexerons, qui sait, de n'avoir su ou pu ressembler à un homme et son chien qui promènent leur vie, leurs soucis, leurs plaisirs, côte à côte et cœur à cœur. » Une phrase émouvante, construite sur un rythme ternaire puis binaire, évoquant le duo formé par l'homme et son chien, côte à côte et cœur à cœur. Tandis que le mot « vie » est 3 fois présent de façon essentielle, je prendrai ma vie au début, à la fin, qui promènent leur vie, tous les deux, et puis au milieu, le pronom personnel, la désigne la vie. Nous la fêterons tous les deux, mon petit frère, avec la tendresse toute franciscaine de l'appellation fraternelle. Hélas, en mai 53, Georges perd Golo, le chien est parti en vadrouille. Georges le laissait libre, bien entendu. On voit mal Georges enfermant quelqu'un, un chien. Et il s'inquiète, il parcourt les bois en sifflant, en l'appelant. Il apprend qu'un chien a été renversé par une voiture, transporté à la SPA de Boulogne. Il y court. Je décris mon petit fou, nul doute, c'est lui. Et il est mort 2 jours après l'écrasement. Voilà, rien à dire, mais les larmes montent, mais c'est terrible, c'est son décrire. 1 an plus tard, Gérard et Anne-Philippe l'hébergent dans la maison qu'ils viennent d'acheter à Cergy. Georges écrit dans Feuilles mortes, installé à Cergy, sur les bords de l'Oise, dans une grande maison, encore inhabitée, fait la connaissance exquise de Zita, petite chienne folle de charme, et qui m'a adoptée. Va pour Zita. Mais quand Gérard et Anne s'installeront dans la maison, la cohabitation ne sera pas très facile. Zita est pleine de puces. Georges ne la lave pas. Anne, qui est enceinte, se retrouve pleine de puces à son tour. Et il y a des mots ou des silences boudeurs entre Georges et Anne. Un 3e exemple, c'est le chien célèbre abandonné, le chien Josse. Écoutons avec quelle simplicité, quel humour tendre, quel sens de la réalité la plus prosaïque, Georges évoque sa complicité avec Josse dans une des dernières séquences d'une vie ordinaire. On reconnaît la photo Gallimard ainsi, sur ce livre. Mais combien de fois pisses-tu, mon chien? Mais quel itinéraire où ton nez te guide avec moi, délaissé? C'est le cas de dire. Suis-tu dans ton rêve canin quand tu me promènes le soir? Et le matin, tu t'en vas tout seul. Mais j'ai peur que la nuit venue, tu fasses bêtise. Alors, je te colle un bout de ficelle et nous voilà partis tous deux. Tu me fais marcher à pas lents, puis au galop. Puis tu t'arrêtes. 3 bouts ici, 4 là. On nous regarde des fenêtres. Tiens, le voilà avec son chien. Ah, ils ont l'air fins tous les deux. Nous rentrons crevés et tu fonces dans ta caisse avant de chier au nez de toute la famille. Tu n'étais pas assez sorti. Il est 3 heures du matin. Je ramasse ce que tu fis, des os, arêtes de poisson, que tu trouveras dans les poubelles. Et je vais dégueuler, mon cher, en ton honneur, au lavabo. Une dimension de la vie de Georges concerne son amour pour la musique, le chant, le piano. Anne-Philippe écrit dans la revue Ubac:
Je me souviens de lui chantant tous les rôles de Don Juan, ou jouant tous les instruments d'un quatuor de Beethoven, ou les thèmes de certains morceaux de Schumann qu'il aimait particulièrement, ou encore toutes les voix d'une fugue de Bach. À Cergy, on l'entendait chanter dans toute la maison. Il révélait là le côté de plénitude ou d'aspiration à la plénitude qu'il portait en lui. Alors, dans une lettre, quelques exemples de réflexion sur la musique qu'on trouve dans son œuvre. Dans une lettre à Boström, il lui dit « Je vous trouve un peu dur pour Péléas et Mélisande. Debussy est le plus grand poète de ce qu'on a appelé le symbolisme, d'une extraordinaire transparence dont on retrouve l'équivalent chez Purcell, très loin de l'allemand, qui a tendance à gorger, à obscurcir. Cela dit, je donnerais tout pour certains quatuors de Beethoven. » Au début du premier tome de Papier collé, Perros met en valeur avec humour la fluidité de la musique de Debussy. Debussy a composé toute sa musique assis dans un aquarium. Perros utilise parfois la musique comme synonyme de la littérature. C'est ainsi qu'il parle avec modestie de son mince chant initial. Ou, à propos de Benjamin Constant, il écrit « Adolphe est l'acte musical, la note tenue, le point d'orgue de sa vie ». Qualifiant le style de Jean Paulhan, il le compare au clavecin. Ces pages lues, c'est comme un concert de clavecin qui nous envahit, un monde de sons crus, vifs, espiègles. Par ailleurs, Perros associe amour de la musique et foi en Dieu. Dans une page de Télénote, il évoque Nadia Boulanger, qui était un compositeur et professeur bien connu. Petite sœur des riches, spirituellement s'entend. Une de ses oreilles, belle vie somme toute, entre Dieu et la musique, peut-être indissociable. De Bach, il écrit qu'il croit en Dieu comme il est infiniment rare qu'on y croit. Papier collé 2. Dans Papier collé 3, il reprend cette corrélation entre la musique et la foi. Ceux qui sont le plus touchés par cette idée de Dieu, ce sont les musiciens. Tous les grands compositeurs ont cru en Dieu, de Monteverdi à Messiaen. Aujourd'hui, certains créateurs de sons tentent de passer outre, ça s'entend. Les auteurs aimés, comme les musiciens aimés, ont beaucoup donné à Georges. Ils sont très nombreux et son panthéon personnel est universel. Hölderlin pour l'Allemagne, Dante pour l'Italie, Hopkins pour l'Angleterre, Ezra Pound pour l'Amérique du Nord, Octavio Paz pour le Mexique, et puis son cher Tchekhov pour la Russie. Ils appartiennent à tous les siècles, de Montaigne, avec qui il a quelques ressemblances, à Max Jacob, pour qui il éprouve une vraie tendresse, et dont il écrit dans Papier collé 3, Max Jacob avait des anges dans son cœur qui ont bien résisté, qui se sont bien battus, pour que nous n'entrions pas dans la nuit totale, ici et maintenant. De Jules Renard, sur lequel il rédige un chapitre remarquable dans Papier collé 2, à Rimbaud et Antonin Artaud, dont la pensée dans l'ardoise magique lui donne un peu de répit. Nous allons voir la parenté entre Perros et deux auteurs qui ne sont pas très connus, Lichtenberg et Joseph Joubert, puis deux auteurs très connus qu'il aimait profondément, Cyrique et Kafka. Lichtenberg est un physicien et écrivain allemand du XVIIIe siècle, précurseur de Freud par ses analyses de l'inconscient. Perros nous apprend que son livre Aphorismes est rangé par Nietzsche parmi les plus grands livres de la prose allemande. Il évoque son sourire ambigu, à peine perceptible. Comme lui, c'est un homme de la marge, de la solitude, modeste, qui n'a pas cherché à être publié. Et ce que Perros écrit sur les aphorismes de Lichtenberg pourrait qualifier ses propres notes. Ces aphorismes témoignent d'un choix infaillible, d'une honnêteté d'expression, d'une liberté de pensée véritable. Lichtenberg écrit comme les étoiles scintillent. Papier collé 2. Perros a beaucoup aimé Joseph Joubert, qui lui aussi est un solitaire, un marginal, qui n'a rien publié de son vivant. Flaques d'écriture, jetées de mots, paroles fluides, paroles buées, qui semblent se jouer à travers une toile d'araignée après la pluie. Et le pousser, parole intuitive qui va lui permettre d'enregistrer les oscillations d'un travail souterrain et le pousser doucement vers le lieu originel de cette lumière. Œuvre fragile qui évolue en spirale. Là encore,
me semble qu'on pourrait dire la même chose de l'œuvre de Perros, hein, œuvre fragile qui évolue en spirale. Le sous-titre que Jean-Marie Gibal donne à son beau livre, Georges Perros, c'est « La spirale du secret ». Et puis les questions du souterrain aussi, du souterrain de Joubert, le travail souterrain, Perros écrit quelque part « J'ai fait en sorte qu'on me laisse libre dans mes souterrains ». Rainer Maria Rilke, écrivain autrichien, a mené une vie solitaire et errante. Je vous cite juste une longue phrase lyrique de papier collé 1 qui se déploie comme un émouvant poème à Rilke et qui traduit toute l'admiration qu'il avait pour Rilke. Fragile et fidèle Rilke, le plus frêle et le plus tenace des hommes, en errance monacale de château en château, de femme en femme, d'écritoire en écritoire, où fixaient ses beaux yeux étonnés. Rilke, anxieux et cependant persuadé qu'on ne le manquera pas, perpétuel zigane élu d'un dieu païen, d'un prophète tout armé de cruelle, de décisive, de mortelle tendresse, grand prêtre dont ne sait quelle religion omet à jamais indicible. Rilke, effrayé, prudent, farouche, le plus civilisé des nomades. Rilke, glorieux, si près, si loin de la terre. Enfin, l'un de ses préférés, peut-être son préféré, Franz Kafka, est sans doute celui dont il parlait le plus. Enfin, il parlait aussi beaucoup à la fac de lettres de Kierkegaard. Hein. Je n'ai pas du tout parlé de Kierkegaard aujourd'hui. J'avais peur que ce soit trop long. Jean Roudotte témoigne dans la revue Alif, une revue tunisienne, qui a fait un hommage à Perros après sa mort, parce que Perros était allé, je vous l'ai dit, il avait fait un voyage assez rapide à Tunis, mais qui avait beaucoup frappé les Tunisiens. Donc on peut lire sous la plume de Roudotte, il allait chercher Kafka, non seulement dans ses romans, mais dans ses lettres et sur les photographies anciennes de Prague où il rêvait d'aller. Perros a souvent parlé de Kafka. J'aurais donné ma chemise cousue d'or pour connaître Kafka, l'aimer, vivre en même temps que lui. Dans un entretien de la revue Ubac, comme je lis Kafka, je déguste les petites phrases. Il y a des petites phrases que j'aurais aimé écrire et qui me sont très vivantes. Ou dans une page de papier collé 3, si le Christ avait écrit, ça aurait été comme Kafka. Dans un entretien sur France Culture, un homme comme Kafka, c'est un de ceux que je lis le plus fréquemment, c'est un copain, si j'ose dire, est un homme d'errance et de nuit et de fraternité. Mais quelle vie, quelle vie! Et je crois que ça s'accompagne d'une espèce de gaieté. C'est vrai, je trouve que Kafka est une grande gaieté, une grande allégresse mozartienne. Errance, nuit, fraternité, gaieté. Voilà 4 mots qui résonnent de manière perrossienne. À la fin de sa vie, Kafka n'avait que 41 ans, gravement tuberculeux, il n'avait plus le droit de consommer de la bière qu'il aimait tant. Alors il entrait, noctambule et solitaire, le soir dans les tavernes de Prague et il offrait de la bière à tout le monde. Errance, nuit, fraternité, gaieté, c'était Kafka. C'était Schubert aussi. C'était Perros. Georges a eu un don pour l'amitié qui a occupé une place très importante dans sa vie, même si il écrivait l'amitié, A-M-Y-T-H-I-E, en inventant le mot, même si l'amitié l'a fait parfois souffrir. Dans une vie ordinaire, on peut lire « L'amitié, j'en connais le baume, et la douleur bien davantage. Allez, plus on avance en âge, moins on a de temps à donner à ceux qui n'ont besoin de nous que luxueusement. » Malgré tout, il a connu de belles amitiés durables avec Jean Paulhan, Brice Perrin, Jean Roudotte, Laurent Gaspard, Bernard Noël pour les hommes de lettres, avec Michel Mazéas, le journaliste René Pichavant, le peintre René Quéré, le marin Josse et combien d'autres. Nous entendions hier les témoignages de gens qu'il avait rencontrés tous les jours au Sporting, avec qui il jouait aux cartes. Alors j'ai choisi d'évoquer l'amitié avec ces 2 jumeaux, Gérard Philippe et Michel Butor, et puis avec un homme plus âgé, le philosophe Brice Perrin. Nous avons vu combien Georges est inspiré quand il fait le portrait de Jean Grenier dans Sensitive, c'est le nom du chapitre. Eh bien, il est tout aussi habité par une fraternité sensible et poétique quand il évoque son jumeau des années de théâtre dans Papier collé 2.
Ce grand déjacondé là-bas aux cheveux fous, qui gesticulait, faisait le singe, l'oiseau, le cheval, hurlait, riait. Mais quel rire, Seigneur! Où l'a-t-il déniché? Quel ange, un rien démoniaque le propulse? Ce jeune Achille pétaradant, heureux d'exister et de le faire savoir, on l'appelait Gérard Philippe. Une aristocratie très naturelle, organique, en est-il d'autres, le rendait parfois assez lointain, soucieux de ne pas se laisser ronger, influencer. Ses effusions n'en étaient que plus folles. Et vrai, aucun de mes amis ne m'a tant ému de subite gentillesse, de tapes sur l'épaule, de silences affectueux. Et il a eu un très grand chagrin, la mort de Georges. Pardon, la mort de Gérard, hein, c'était Jean Pichabon qui le racontait. La correspondance avec Michel Butor montre que leur amitié est vécue sous le signe d'une grande exigence littéraire et affective. Butor raconte dans la revue Alif comment il s'est rapproché de Georges dans le milieu littéraire parisianiste. J'ai fait la connaissance de Georges Perros dans le bureau de la NRF. Au milieu des conversations élégantes, enlisantes, je m'accrochais à son regard, assez nu comme à une bouée. Une connivence naît entre eux, et Perros devient le premier lecteur des manuscrits de Butor, qui lui envoie chacun un de ses manuscrits qu'il lit avec perspicacité, lui révélant des choses sans avoir l'air d'y toucher, en ami précieux et discret. Après sa mort, Butor dira combien il a perdu en perdant son ami, et des personnes en qui il a eu tant de confiance pour confier une première lecture de son manuscrit. La relation avec Brice Parrain est belle aussi, et donne lieu à une correspondance très riche de 1960, date de leur première rencontre, au printemps 71, où Parrain meurt le même mois que Jean Grenier, je l'ai dit tout à l'heure. Les deux philosophes se connaissaient d'ailleurs. Une amitié pleine de confiance va naître, se développer, s'épanouir jusqu'à la mort. Brice et Georges échangent sur la solitude, la vie conjugale, la guerre d'Algérie, le langage, qui est une des passions de Parrain aussi, la poésie. Et devant la méfiance du philosophe Brice Parrain envers la poésie, Georges va écrire l'un de ses textes les plus beaux, la lettre 100 à Brice Parrain. Plus tard, dans un texte sur Brice Parrain, Perros nous le montre faisant partie de ceux qui veillent, ceux qui ont choisi de résister à tout, or à leur passion, qui est ce qu'il y a de plus honnête dans l'homme et de plus secret. Perros a aimé le résistant Parrain qui, dans le monde éditorial parisien, tranchait par sa bonne franquette et aura passé sa vie à interroger les mots de tous les jours, obsédé de justesse. Il le montre enfin en vacances auprès de lui. Il aimait la Bretagne, sa franchise, sa tendresse voilée. Il personnifie la Bretagne, la franchise, la tendresse voilée de la Bretagne. Et je l'ai vu heureux à la pointe du vent, où il se taisait, fermait les yeux, se reposait, en accord parfait avec les éléments et les hommes. En accord parfait, l'expression est musicale pour désigner un état d'harmonie, de paix dans la nature. La nature est un autre de ses amours. Pendant son enfance, une année, Georges passe des vacances en Bretagne avec ses parents. Et on peut imaginer l'éblouissement du petit garçon sensible devant l'infini de leur mère. Adulte, dès qu'il le peut, il sillonne la Bretagne, d'où il écrit à Jean Grenier dans une lettre en 1954 « Ce pays est mon exotisme. Je ne comprends rien à l'euphorie que j'y éprouve. Je me sens comme libérée. J'y vois l'expression quasiment exacte du lieu dans lequel évoluent les idées. Il se forme dans le Finistère de telles alliances entre le ciel, la mer et la terre que l'homme, mon Dieu, devient un compas qui passe ici et là, mu par je ne sais quoi de sauvage et de tendre. L'amour qu'on éprouve pour un pays, cela tient à rien, à un bout de ciel détaché, à une odeur, une fontaine, dans le secret d'un chemin creux. Poème bleu. La Bretagne est à la fois un lieu géographique. Enfonce-toi plus avant dans ce pays qui est comme une pince jamais refermée pour que l'océan ne s'y engouffre en conquérant ou en flâneur, dans l'aisance par de la Bresse. Et une réalité onirique, métaphorique, poétique. Viens et vois comme au fur et à mesure que tu marches, ton rêve se déploie, se déplie. Poème bleu.
Perros ne cessera d'approfondir cet amour cosmique pour la Bretagne que j'aurai maintenant tant de mal à quitter, j'ai si peur de mourir ailleurs. Poème bleu. Et c'est dans cette terre d'élection, là où il a trouvé les riens somptueux qui l'inspirent, que va s'ancrer sa recherche intérieure poétique. Alors avant d'aborder la poétique, on ne peut pas faire l'économie de la question religieuse. En effet, les mots Dieu, divin, Christ apparaissent 53 fois dans Papier collé 1, 82 fois dans Papier collé 2, 29 fois dans Papier collé 3, 8 fois dans Poème bleu, 16 fois dans une vie ordinaire et très souvent dans la correspondance. En 1954, Perros écrit dans une lettre à Jean Grenier « J'ai le sens religieux très développé et les êtres qui en manquent m'indiffèrent. Croyez-vous que j'oserais vivre comme je le fais s'il y avait en moi une croyance qui me dépasse et que je ne formule pas ? Un homme sensible à la dimension sacrée de la vie, mais qui ne se reconnaît pas dans l'institution ecclésiale. Le confessionnal lui a toujours fait horreur, le prosélytisme l'écœure, il aime les chapelles bretonnes quand elles sont vides. Un long poème d'octosyllabes, interrompant la prose de Papier collé 2, commence par ces mots « Mon Dieu l'absent, Dieu l'exilé, dans votre gloire vaticane », et se poursuit par « Je ne suis qu'un homme en détresse, sans aucun espoir d'au-delà. Je trouve suffisant, mes frères, de m'être senti vivre là, et si j'ai choisi la lumière, c'est qu'au fil des nuits et des jours, j'ai donné mon âme au mystère. » Perros interroge ce mystère. Si Dieu existe, c'est un inconséquent, s'il n'existe pas, c'est un salaud. Papier collé 2. Il profite du mystère pour dire malicieusement à ceux qui se déclarent athées « Quand on ne croit pas en Dieu, il ne faut pas s'en servir pour dire qu'on n'y croit pas. » En 1954, il écrit à Jean Grenier « Dieu, c'est ce qu'on cache jusqu'au bout. » En 1977, il reprend la même idée « Que Dieu existe ou non, ça ne doit pas changer notre travail, notre amour. Il est très difficile à un homme de faire de la publicité pour Dieu, comme un voyageur de commerce pour une machine à laver. Ce ne peut être qu'un secret qui s'ignore en chacun. Et si on se convertit, c'est Dieu que ça regarde, pas les hommes. » Au début de Papier collé 1, il associe pour la première fois Dieu et la poésie. Il est des individus qui impliquent fatalement Dieu sans trop le nommer, mais dont l'existence est terriblement angélique et comme marquée. Je pense aux poètes, en particulier à Keats, à Rilke, à Rimbaud, à Baudelaire. Les poètes qui nous ont tout donné, qui ont tout donné à leur art, sans rien garder pour eux, en y brûlant leur énergie vive. Dieu existe ni au ciel, ni ailleurs, dans le langage. Papier collé 2. Ainsi, tout s'articule entre la parole et le silence, entre le dit et le non-dit, et l'impossible à dire. Il y a chez Perros une philosophie de l'existence née de la conscience aiguë de notre finitude, de la précarité humaine, associée à une perte précoce des illusions et au sentiment d'un manque, d'une absence, d'un vide. Non pas un no man's land, non pas un no God's land, mais plutôt un vide. Papier collé 1. L'impossible à dire, le secret sont des thèmes centraux. Toute œuvre d'art est conçue autour d'un silence, du silence qui sait, mais garde le secret. Dans une vie ordinaire, il nous dit de façon taquine, et c'est pour les gens qui ont 40 ans dans la salle, « Croyez-moi ou non, 40 ans, c'est l'âge le plus difficile et le plus reposant. On sait qu'on ne saura jamais la chose qui nous travaille en grand secret, elle est tellement indicible. » Papier collé 2, cette chose que nous avons à dire et ne disons jamais, ce quelque chose à jamais indicible. Ça revient comme un leitmotiv de cette idée d'indicible. Et parce que l'essentiel est indicible, Perros déteste ce qu'il appelle l'intelligence du social, l'hypocrisie du jeu social, ce qui le conduit à refuser tout artifice, tout faux semblant dans la relation à autrui et à préférer le rien, l'air, le vent. Le thème du vent est récurrent chez lui, et je m'en fus chercher le vent, évoque son départ pour la Bretagne. Ou encore deux octosyllabes qui pourraient servir d'adage perrosien. Si ton bonheur est dans le vent, donne au vent toute ta nature. Le thème de l'air, très proche de celui du vent, est utilisé par Georges pour se qualifier. Je suis l'homme d'un courant d'air.
ou encore l'octosyllabe très connu, prendre l'air était son métier. Quant au mot rien, deux exceptions en sont illustrées quand Perros nous montre sa mère grondant le petit garçon qui rentre en retard du lycée parce qu'il est resté jouer au ballon derrière la cathédrale. Ma mère me disait toujours, toi, tu n'arriveras à rien. Elle avait raison, quoique tort. C'est comme c'est si souvent le cas, j'y suis arrivée à ce rien. Et il ajoute, c'est moins facile qu'on le pense, il faut faire très attention à n'avoir considération que pour ce rien qui nous démange. Le choix du rien ouvre un espace de liberté, liberté de parole et de ton, liberté de pensée, liberté d'être. Cette présence au monde a quelque chose de taoïste. Jean Paulhan ne s'y est pas trompé, qui écrit dans une lettre à Jean Grenier dès les années 50 « L'étrange poulot, c'est le Tao fait homme ». L'une des notions clés du taoïsme, c'est le wu-wei, le non-agir, ou un agir qui ne se soucie pas du résultat, un agir détaché. Dans le Tao Te Ching, nous lisons « Le sage agit sans rien faire et enseigne sans rien dire ». Dans une lettre à Bernard Noël, Perros précise ce qu'est pour lui le rien. En gros, je ne pense plus rien des hommes. Voilà ce que j'appelle le rien. Ce n'est ni l'absurde, ni le néant, mais un genre de disponibilité sans aigreur qui provoque la transparence. Une disponibilité intense, un état de réceptivité, d'ouverture aux rencontres comme à ce qui survient dans la création. Un laisser-faire, un abandon, une transparence à ce qui advient. C'est une des caractéristiques de son écriture, de la note comme du vers. Et nous arrivons là à un concept typiquement perrosien, ce qu'il appelle avec son humour coutumier la paresse. Et dont le sens ne doit pas nous leurrer. Il ne s'agit pas de fainéantise, mais d'une curiosité infinie, d'une vigilance constante, d'une attente qui nécessite son temps propre. Et il dit en souriant, travaillez, travaillez, comme si j'avais le temps. Papier collé 2. Il s'agit d'une attitude intérieure, humble, attentive au réel le plus quotidien. C'est une sorte de vie contemplative dans la marge de l'existence, dans les coulisses. Alors il disait, je suis un coulisseux, c'est le titre initial aussi, les coulisses d'une vie ordinaire. Et parfois, l'essentiel est saisi par fulgurance et la note devient oiseau chantant. Parfois, le poème advient. Perros raconte comment une vie ordinaire s'est imposée à lui peu après la mort de son père et la naissance de sa fille, sous la forme d'une coulée, d'un enroulement d'octosyllabes. J'entendais les gens parler en octosyllabes. Georges était comme obsédé par ce rythme envahissant. Il se sentait dans une sorte de transe, comme absent, comme expulsé de lui-même. Je ne travaille pas, je suis travaillé. Papier collé 2. Il sera travaillé par ce rythme pendant 2 mois, ce rythme aérien, léger, souple, d'où toute emphase est absente. Des notes aussi, l'emphase est absente. Perros se nomme lui-même faiseur de notes invétéré. Et les notes foisonnent dans sa création, récolte abondante de sensations, de réflexions, d'observations, dans un échange permanent entre son existence et son œuvre. Tout est bon pour noter, bout de papier, ticket de métro, boîte d'allumettes. De nature éphémère, fugitive, la note est une forme libre, ouverte, comme un thème musical sur lequel on peut improviser. Le ton en est ludique, léger. Je note pour laisser ouverte ma liberté de penser. C'est encore une lettre à Brostrom. La note rend libre et son auteur et son lecteur. La note suggère, n'insiste jamais, dit Perros. Elle n'impose pas une façon de penser. Elle éveille. Bernard Noël disait, c'est une leçon d'éveil. La note ne cherche pas à convaincre le lecteur, mais à le rendre vigilant. Et l'âme, c'est la vigilance, dit Perros à propos de Joubert dans un recueil de critiques intitulé « Lecture ». Et c'est une définition intéressante qui ne donne pas de l'âme une image statique, figée, mais qui en fait un processus mobile, souple, inappropriable. D'ailleurs, il ajoute dans le même article, il est absurde de dire qu'on peut perdre son âme. Comment perdre ce qui ne nous appartient pas? Dans un entretien radiophonique évoquant un philosophe grec, Perros confie qu'il aurait aimé que les petits hameaux de son langage deviennent partie de la nature.
On a l'impression que les aphorismes d'Héraclite ont passé les siècles, pas dans un livre, mais comme des oiseaux qui nous sont parvenus. Le rêve, pour moi, ça aurait été de graver sur le mur du vent quelque chose qui se serait ajouté aux choses de la nature. Et dans un autre entretien, il raconte qu'un jour, il a vu Francis Poulenc de l'autre côté de la rue et qu'il aurait bien aimé aller lui chanter un petit air, mais qu'il n'avait pas osé lui chanter un petit air. Et ben, quand on lit mes notes, j'aimerais bien qu'on me chante l'air. J'aimerais qu'on me dise, tiens, on va se retrouver ensemble sur la terre, grâce à un petit air que j'ai retenu en lisant une note. Alors on pourrait se reconnaître comme ça, une société secrète de la note. Il y aurait un air qui nous rassemblerait. C'est ça le rêve que je fais d'une amitié possible grâce à la note. J'aimerais bien rencontrer Schubert et lui chanter un petit air. Voilà, la mort ne prend pas ça. La mort ne peut pas. La mort est battue là. Gravée sur le mur du vent, car il n'y a d'issue à notre condition que poétique. Une note de papier collé 1 révèle une attitude qui est très tôt au cœur de sa recherche. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'échappe. Et ce qui m'échappe me donne la mesure de ce que je suis. Ce qui m'intéresse, c'est le sens fort de ce qui me passionne. Ce qui m'échappe désigne l'insaisissable, l'impalpable, l'inappropriable. Perros ne retient rien. La mesure est à comprendre dans sa polysémie, au sens musical de rythme cadencé, au sens éthique de modération, la juste mesure, et au sens profond de ce qui correspond à mon être. Le terme fait référence alors à des vers de Hölderlin, extraits du poème En bleu adorable, dont nous savons qu'il était un des amours de Georges, et qu'il a influencé le titre Poème bleu. Telle est la mesure de l'homme, riche en mérite, mais poétiquement toujours, sur terre, habite l'homme. Et dans la lettre 100 à Brice Parrain, l'allusion à Hölderlin est claire, le plus beau poème du monde ne sera jamais que le pâle reflet de ce qu'on appelle la poésie, qui est une manière d'être, ou comme dirait l'autre, d'habiter, de s'habiter. Et dans Papier collé 3, poète, celui qui habite totalement son être. La poésie, selon Perros, n'a rien à voir avec une façon de composer des vers, fussent-ils jolis et agréables, ou de jouer avec les mots, ou même d'exprimer sa souffrance. La poésie, c'est un état, une manière d'être, une exigence à la fois esthétique et éthique qui pose l'humilité, le dénuement, le rien, comme fondement, comme principe fondateur. La poésie est dans la rue, dans le ruisseau, dénuée de hiérarchie, elle ne sait pas, elle ne sait rien. Elle est le chant de notre ignorance. Elle est ce qui est toujours là, dans nos jours et nos nuits difficiles. Et pourquoi rêvons-nous la nuit? Sinon parce qu'elle ne nous lâche pas. Je ne sais évidemment pas si Dieu est mort, non, je ne sais pas. Mais je me sens travailler du matin au soir, et vice-versa, par ce que j'ignore et qui m'ignore, que j'essaie de récupérer pour ne pas mourir à moitié. Papier collé 2. On a vu que le terme d'ignorance ou le terme je ne sais pas revenait 7 fois en 7 lignes. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la fameuse expression les cours d'ignorance. Hein. C'est de cette ignorance-là qu'il s'agit. Alors, chez lui, en fait, la dimension poétique et la dimension religieuse se rejoignent tellement qu'elles finissent par se confondre. Il y a une citation qui est très connue. « Écrire est un acte religieux hors toute religion. Écrire, c'est accepter d'être un homme, de le faire, de se le faire savoir, aux frontières de l'absurde et du précaire de notre condition. Ce n'est pas croire, c'est être certain d'une chose indicible qui fait corps avec notre fragilité essentielle. » Perros distingue un peu curieusement la croyance qui habille de la certitude qui laisse nue. La croyance part, selon lui, de vêtements illusoires, alors que la certitude, selon lui, dénude, décante. Dans 10 octosyllabes, extraits de Papier collé 2, les papiers collés sont parfois interrompus comme ça. Il aimait le rythme de l'octosyllabe, en fait. Il adresse une sorte de prière à la poésie. Poésie aux yeux enfoncés dans le soleil de ma ténèbre, toi qui es seule et ne célèbre que mes langages espacés, gardienne de mon existence par-delà le mal quotidien,
Poésie, ô mon pain, mon vin, tu es ma mort en conscience, car tu vis plus haut que ma vie, les oiseaux sont ma grande envie. La poésie est un absolu, inaccessible et proche à la fois. Elle est l'expérience de la mort dans la vie, et en même temps, elle permet de vivre une vie plus intense, qui transcende la mort dans les moments privilégiés. Dans la lettre 100, toujours la très belle lettre à Brice Parrain, il écrit encore « La poésie, c'est l'indifférence à tout ce qui manque de réalité. Cette passion du réel qui fait longer les précipices, ce goût exclusif, comment ne nous rendrait-il pas plus apte à comprendre autrui, à le relayer dans son poème interne, retrouver en lui la source, nettoyer le lit de son eau vive et remettre en branle la circulation originelle. Habiter poétiquement le monde, c'est ne pas laisser se détériorer en soi la partie précieuse de son individu. C'est résister, c'est rester ouvert, en entretenant le plus haut de soi-même, ce quelque chose irréductible à toute manifestation extérieure, comme disait Grenier. Habiter poétiquement le monde, c'est vivre une expérience existentielle profonde durant laquelle un homme oublie qu'il va mourir. Jean-Marie Gibal raconte comment, un soir de l'été 75, alors que tous deux se trouvaient dans une rue en pente abandonnée, Georges se mit à parler de l'être-té, mot qu'il cherchait depuis une dizaine d'années et qu'il venait de découvrir en lisant les lettres de Rodez d'Antonin Artaud. L'être-té, la plénitude de l'être, qui n'a rien à voir, bien entendu, avec la réussite sociale, matérielle, voire psychologique, mais qui traduit une présence à soi-même, à autrui, au monde, dans l'étonnement de vivre. Une fragile présence, totalement vouée, mais c'est un secret, aux signaux magiques échelonnés sur les rails de l'absolu. Papier collé 3. Alors il est un symbole qui revient très fréquemment dans l'œuvre de Perros, un symbole qu'il aime, et dans la réalité aussi, il les aimait. Il s'agit des oiseaux. Sans le ciel, sans l'arbre, sans toi l'oiseau, l'oiseau infatigable, vivre serait trop dur ou loin. Poème bleu. C'est un symbole universel qui appartient à toute la civilisation, à tous les pays, de la Chine à la Perse, de la Grèce à l'Égypte. L'oiseau infatigable, petite boule d'énergie, dansante et chantante. Les oiseaux qui n'ont rien qu'une branche toujours fragile pour calmer leur chantante faim. Poème bleu. 3 vers d'une grande simplicité où tout est dit. Le consentement au rien, l'acceptation de la précarité, le désir du chant, de la poésie. Car l'oiseau est le poète. Joubert, cet oiseau migrateur. Kafka, grand oiseau de nuit. Les grands poètes qui sont les grands oiseaux du sacré. Papier collé 2. Quelquefois, ce sont les mots qui deviennent oiseaux sous la langue. Dans Poème bleu, par exemple, les mots câlin, mots de laine, oiseaux sous la langue, qui disent le printemps marin, la gentillesse armoricaine. Parfois, les oiseaux qualifient les pensées dans leur légèreté, leur vivacité, leur fugacité, les pensées oiseaux. L'oiseau peut être aussi témoin de l'amour de Georges pour Tania. Dans Poème bleu, un oiseau pourrait se poser sur son front, doucement veiné, parmi ses mèches blondoyantes. Parfois, l'oiseau exprime la détresse, l'homme est comme un oiseau perdu. Dans la citation suivante, Perros voit la vie comme un rêve où chacun s'attribue une façon de marcher qui lui est propre. Nous vivons dans un rêve, c'est vrai, celui que nous nous sommes fabriqués, au pas de l'oie, au pas du tigre, au pas du moineau que nous sommes. C'est selon. Perros ne marchait pas au pas de l'oie, ce n'était pas un homme de pouvoir, ni au pas du tigre, ce n'était pas un prédateur. Il était guidé par son désir de liberté, de nudité, de vent léger, d'air et de chant, comme un moineau marin, disait de lui Xavier Graal. Bref, ce que je comprends bien, c'est l'oiseau, ce clochard éternel qui vit en moi, coincé ou attentif. Papier collé 2. L'oiseau qui n'a aucun souci d'engranger, qui a comme un devoir d'imprévoyance, ce clochard, qui ne rêve que d'envol, que d'échapper, coincé, et qui est toute vigilance, attentif.
Conclusion. Georges a vécu en homme de lettres, pas E de T, R-E-S, accent complexe, T-R-E, au plus vrai de sa parole, au plus vrai de son écriture, au plus vrai de son être. À la fin de sa vie, la voix brisée, la voix volée par la maladie, il s'interroge sur le sens du mot bonté. 3 fois je l'ai lu dans les écrits de la fin de vie. Il l'écrit dans une lettre à Claude Roland-Manuel. Qu'y a-t-il derrière ce mot bonté? Dans une des pages finales de l'Ardoise magique, la bonté, qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus que cette question qui risque de m'intéresser. Pas sorti de l'auberge. Et il cherche à répondre dans l'une de ses dernières lettres à son ami Laurent Gaspard. Je voudrais que ce soit la bonté, la poésie. J'ai bonne mine. Le 19 janvier 78, donc 5 jours avant qu'il meure, il écrit à Jean Roudotte, à l'hôpital, à Laennec, à Paris. Faut aimer la vie, surtout ceux avec lesquels on en partage les douces difficultés, pour être modeste. Par la fenêtre, un mur genre prison, un peu de ciel, mais où sont les mouettes? La mouette de Douarnenez, grand lecteur de l'invisible, comme l'appelle Jean Lavoué, est proche de sa mort. Il aura su transmettre, donner à ceux qui l'ont aimé, à ses lecteurs, à tous ceux qui vont le découvrir. Il aura su transmettre son lopin de ciel. Un ciel où n'en finissent pas de scintiller, pour tout le monde et personne, les étoiles du langage, cet aventurier, ce feu des pauvres. Papier collectif.